Ce matin, presque bonheur. Nous allons parler avec mes invités d'un sujet qui nous concerne tous, je pense ici, et c'est pour ça que vous êtes là. C'est l'interaction entre les différents canaux de communication pour les marques qui vendent sur Internet. Et je vais d'abord faire un peu de tour de table pour vous présenter les invités qui sont présents. Je ne parlerai pas de ceux qui sont absents. Donc je vais d'abord, on va commencer par ma gauche avec Denis. Bonjour. On va bien avoir le son. Bonjour. Deuxième essai. Voilà. Troisième Strasbourg. Bonjour à tous. Donc Denis Lafont, je suis en charge des activités business chez Capgemini avec un focus particulier sur les channels mobiles, web et réseaux sociaux. Bonjour à tous. Moi je suis chez Armand Thierry et je m'occupe de l'e-commerce et la relation client pour les 3 enseignes de la société. Jérôme, bonjour, Jérôme Miquet, je suis directeur international pour le club Méditerranée. Nous avons ici deux marques intéressantes puisque ce sont deux marques brick and mortar à l'origine. Et on a un consultant qui va nous apporter son expertise. Quant à moi, je suis Emmanuel Mignot, je suis éditeur d'un outil de la relation client qui s'appelle cherclient.com qui fait partager à des experts, des professionnels les sujets de la relation client, de l'e-business depuis maintenant 4 ans. Je suis par ailleurs le dirigeant de Télétech International, qui est un prestataire en relations clients spécialisé sur l'externalisation de ces fonctions, dont les call centers également. Alors, première question, c'est, bien entendu, c'est quand les marques se lancent sur Internet, qu'est-ce que ça change? On va commencer avec Tatiana, peut-être chez Armand Thierry, qui est une marque de vêtements que beaucoup connaissent, une marque ancienne, qui date de quelle année? 1861. 1861, donc ça fait partie des quelques marques centenaires, c'est quand même assez remarquable. Alors, quand on a vécu plus de 100 ans sans Internet, qu'est-ce que ça change quand on est tout d'un coup, comme vous, en charge de d'ouvrir ce canal? Alors, en fait, je suis, on va dire, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, parce que une ancienne société comme Armand Thierry qui a construit et développé ses marques, ses enseignes en plus de 60 ans, évidemment, quand l'e-commerce arrive, tout est déjà bien rodé dans la société, les systèmes informatiques sont déjà en place et chez Armand Thierry, vraiment bien placé à la pointe. La gestion des stocks est vraiment à la précision, les achats également, et voilà, l'e-commerce arrive et ça change tout. Comment ça s'est passé ces créations du département? C'est une équipe au sein de l'entreprise, c'est une équipe à part, qui a une vie différente? Alors en fait, c'est une création d'un département spécifique qui est e-commerce et relations clients, qui dépend de aussi de la direction du système d'information. C'est très bizarre. Logiquement, on a l'habitude de voir dépendre ce département e-commerce du marketing, des directions générales, des directions de communication. Là, c'est une volonté de la direction parce qu'on a des systèmes d'information qui sont vraiment très complexes et il fallait s'intégrer correctement et le plus, on va dire, délicatement possible. Donc, un pôle à part, un département à part, au sein de la direction du système d'information. Très bien, donc on voit que c'est une décision politique et stratégique. C'est une grève qui est récente. Très récente. Et donc vous allez nous expliquer ensuite comment ça s'est passé, comment ça se déroule, quels sont les enjeux, challenges que vous avez mis devant vous. Jérôme, Club Méditerranée, tout le monde connaît le Club Méditerranée. Qui ne connaît pas le Club Méditerranée ici? Il y a une personne, il y a une seule personne qui ne connaît pas le Club Méditerranée. Donc le Club Méditerranée, c'est l'ancienne maison également. Vraiment, cette année, c'est 60 ans. On n'est pas centenaire, mais là, quand même 60 ans derrière nous, en termes d'activité de village.
Alors, 60 ans sans Internet, presque, et tout d'un coup, ça se greffe comment Internet au club Méditerranée? Alors, Internet au sein du club Méditerranée, c'est intégré au début des années 2000 et petit à petit, a été complètement réintégré dans la stratégie d'entreprise, au cœur de la stratégie d'entreprise. On parlait concrètement, moi je suis rattaché à la direction de la stratégie du club Med. La direction de la stratégie du club Med intègre à la fois la marque et le produit, qui sont gérés par une personne, un directeur de la marque et le produit, un directeur du développement, une personne qui est en charge de tous les nouveaux villages, l'ouverture de nouveaux villages en termes de stratégie de développement, un directeur de la construction, et moi qui suis en charge de la partie, on va dire, Internet et client, CRM, base de données. Il y a une dimension très globale et stratégique dans la réintégration du digital et du e-commerce. Et ensuite, dans chacune des zones géographiques du monde, il y a des référents qui sont sur ces activités-là. Et donc, il y a un référent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et deux en Europe. Et ensuite, dans certains pays, c'est encore décliné localement. Parce qu'en gros, on est présent sur un e-commerce dans 27 pays, dans 15 langues. Donc, il y a une stratégie au niveau global et ensuite qui est déclinée, en particulier sur les ressources médias opérationnelles. Vraiment au cœur de l'acteur et beaucoup d'efforts qui font que c'est cela qu'on va intégrer vers ce qui est actif, la marque. On imagine que ça a pu être compliqué et les relations avec les canaux traditionnels, les agences dans les villes, les différents pays. Ça c'est, on en parlera peut-être juste après, mais je vais me tourner d'abord vers Denis. Quelle vision toi de ces marques que tu accompagnes en termes de stratégie? Comment est-ce qu'elles abordent en général l'intégration d'Internet et du commerce? Alors, déjà, je pense qu'on peut dire, et je pense que le Club Med est aussi un bon exemple de ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même beaucoup de marques qui sont présentes depuis un moment. Depuis un moment, tu dirais que ça fait une dizaine d'années. Voilà, la phase d'exploration on va dire 98-2002, 2002-2004, la grande dépression, la réduction des effectifs et des ambitions, et à partir de 2004, on a vu commencer les clients, la cannibalisation entre canaux devenait vraiment effective, on l'a constaté en point de vente, on avait des appels au call center qui concernaient des démarches qui avaient été faites sur le net, etc. Donc à partir de 2004, c'est devenu vraiment quelque chose de visible, sans forcément de chiffre d'affaires qui va derrière à l'époque, en tout cas c'est visible. Donc ça justifie effectivement des modifications d'organisation. À la date d'aujourd'hui, ce qu'on voit quand même beaucoup sont des directions Internet rattachées dans la plupart des cas à la direction marketing et direction des ventes. Quelques cas, direction informatique, effectivement, quand on a un système d'information qui doit être maîtrisé, en particulier dans le retail, sur lequel la problématique de la gestion du stock, la gestion des promotions, etc., est un petit peu différente de ce qu'on peut trouver dans les services. Et puis, pour un certain nombre de clients, c'est un peu ce que j'entends de Club Med, une tendance à voir maintenant le canal Internet comme étant un des canaux digitaux, puisqu'on en parlera, c'est la segmentation entre le réseau social, l'Internet et les téléphones mobiles, ça correspond à des cas d'usage, des cas d'achat qui sont extrêmement différents. Et donc la volonté finalement de mettre la maison en musique et d'avoir une direction des services digitaux rattachée alors à la direction de la stratégie et à la direction générale, j'en connais même à la direction financière, et qui ensuite va mettre en musique la maison derrière pour que les équipes de la gestion de relations clients, les équipes de vente, les équipes qui est plus sur marketing, soient en phase quant à la façon d'amener le produit sur le marché multicanal. Alors, pour toi, l'enjeu principal pour les marques comme Armand Thierry ou le Club Méditerranée, quel est l'enjeu principal? La barrière la plus dure à franchir, c'est laquelle? Alors, la question était préparée, elle n'est pas réponse. Non, il y a deux réponses. La réponse la plus facile qui consiste à dire la cannibalisation des différents channels et la façon dont on peut s'organiser pour gérer correctement le passage d'une tradition peut-être du réseau physique à une situation digitale qui est forcément plus difficile. Et ça, je pense que tout le monde le vit plus ou moins. Ce qui me semble un petit peu plus difficile aujourd'hui, c'est que, et on a eu cette discussion-là, on passe d'une logique de petit volume à une logique de très gros volume. Si on réfléchit bien, on a eu les réseaux physiques dans lesquels le vendeur avait la main directement sur la relation avec le client. On a commencé à externaliser dans les centres de la relation client. On a commencé à traiter quantité plus importante d'appels clients, de réclamations
réclamation de situation, qui maintenant se retrouve avec les réseaux sociaux à vouloir gérer la relation, j'allais dire presque de la machine à café, c'est-à-dire les clients qui discutent entre eux, ça a toujours existé, hein, ça fait 2000 ans que ça existe, sauf qu'on n'a jamais cherché à gérer cette relation-là. Le problème, c'est que quand c'était à la machine à café, dans 20 000 endroits dans le monde, c'était pas grave. Quand c'est un seul endroit qui s'appelle Facebook, ça devient effectivement. Donc je pense que le challenge il est là. Mais là, c'est la question suivante. Une des questions suivantes. La première question, c'est de se dire, en termes d'organisation à l'intérieur, peut-être Raphaël, c'est une expérience qui est récente. C'est-à-dire que les questions, elles sont fraîches à ton esprit. Ça se pose comment la décision est prise et le lendemain, on a ce département qui est intégré dans l'entreprise et elle-même avait vécu pendant 100 ans sur un autre modèle d'organisation. Comment est-ce qu'on répartit les responsabilités et comment ça se passe au niveau du terrain, des agences? Est-ce qu'elles voient qu'un bon œil est arrivé à Internet ou un canal complémentaire ou est-ce que c'est un concurrent? Alors, c'est un concurrent au départ. Et puis, il ne faut pas se leurrer, ça l'est encore pendant longtemps. Évidemment, les magasins ne voient pas d'un bon œil l'arrivée du e-commerce, comme ils ne voient pas d'un bon œil l'implantation d'un autre magasin concurrent, soit de la même enseigne d'ailleurs. Parfois, c'est dans la même ville, on a un autre Argentieri qui ouvre. Mais c'est un peu le même principe. Mais le fait de ne pas connaître le e-commerce, ça diabolise la machine et du coup les réactions sont plus violentes. Donc il y a énormément d'évangélisation à faire. Par exemple, en pratique, comment est-ce qu'on évangélise? En disant vous avez des phases, ça va très bien se passer, vous aurez même pas mal. Ça va être super, on va vous apporter plein de clients. Alors on essaye de trouver aussi des études et des cas concrets qui prouvent que le e-commerce ramène du trafic en magasin. On met en place des actions qui vont amener les clients web vers les magasins. Ça peut être uniquement par des coupons, etc. Mais ça ne fait pas la politique du tout d'Argentieri. Donc, on fait en fait des points de livraison, enfin, on fait des magasins Argentieri, des points de livraison comme des relais, des points relais. Donc ça drène du trafic en magasin énormément. Et on dit que les magasins, voilà, maintenant vous avez le client qui est là, certes il a acheté sur Internet, mais c'est à vous de faire des ventes complémentaires, de le fidéliser et de faire en sorte qu'il revienne et dans votre magasin et sur le commerce. Tout le monde gagne. Voilà, c'est ça. On a une question juste après qui est de dire est-ce que pour lui ça change complètement les faits? Est-ce que c'est comme s'il avait en partie contribué à toute cette vente? Ou est-ce que c'est une vente Internet qui ne pouvait pas affecter, il n'est rien dessus? Comment est-ce qu'on partage les marges? C'est souvent ça la question. On n'achèterait pas les distributeurs s'ils étaient commissionnés sur ce qu'ils vendent sur leur territoire par Internet. Alors, effectivement, c'est une demande qu'on a de la part des magasins. Voilà, si je m'occupe d'un client et si je récupère son colis, je souhaiterais être commissionné. Maintenant, il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que c'est tout un système comptable derrière, c'est compliqué à mettre en place. Pour l'instant, le parti pris d'Argentieri, c'est donc vous faites partie d'Argentieri, le e-commerce fait partie d'Argentieri, on travaille ensemble. Ensuite, on voit effectivement les impacts que ça peut avoir, les livraisons e-commerce peuvent avoir sur certains magasins. Si par exemple, c'est prévu, je ne peux pas trop vous le dire, mais si un magasin est énormément impacté par les livraisons et on doit passer beaucoup plus de temps à s'occuper du e-commerce qu'à vendre sur la surface, là on devra peut-être effectivement trouver une autre solution. Le mail, comment vous répartissez les choses? Est-ce qu'une vente faite à Caen sera imputée au point de vente de Canon? Il y a plein de questions dans la question. Au clair, on a, et là sous la volonté d'Henri d'Estaing, on a vraiment clarifié le débat de manière très globale. L'enjeu du Club Med à horizon 2012, c'est de faire 60% de ventes en distribution directe. Distribution directe veut dire Internet, les agences de voyage, les call centers. Donc il y a un objectif d'entreprise autour de la distribution directe. Direct, ça veut dire, contrairement à indirect,
l'agence tiers qui pourrait répondre également. Il y a un enjeu d'entreprise fort autour de ce point-là. À l'intérieur de ça, Internet comme canal de vente s'intègre dans cette stratégie à deux niveaux. La première, c'est en ayant en rôle d'atteindre 20% des ventes de la faites sur Internet. Dans ces 20%, on a un enjeu fort d'être un vecteur de recrutement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que plus le client achète, plus le client connaît le label, plus on a intérêt à l'envoyer au call center et en agence de voyage. Pourquoi? Parce que son panier moyen en général sur Internet est plus faible. Donc, les préférences, c'est combien? Plus un client, enfin, on a une segmentation de la base de données qui en leur goal. Et en goal, c'est des gens qui font plus de 180 unités, sur les 3 dernières années, des dépensent 30 000 euros. Il y a un écart réel, un nouveau GM, un ancien GM, l'écart conséquent. Entre celui qui n'aurait été que sur Internet, que en agence, et qui aurait au contraire, versus celui qui est localement. Il y a un, je ne peux pas parler de chiffres, mais il y a un pourcentage. On a une efficacité assez forte là-dessus, on ne connaît pas ce que ce chiffre. Mais l'écart est suffisamment fort pour qu'on ait une stratégie qui dise plus un client a de la valeur, plus Internet doit être un canal d'information qui facilite la réorientation sur les autres canaux. Et ça, c'est un peu déminer beaucoup de choses dans l'approche même qu'on a eue, c'est-à-dire que pour parler concrètement, je peux aller aujourd'hui aller discuter dans les conventions des agents de voyage sans être chargé de fusil. Il y a un enjeu fort de complémentarité des canaux qui existent au Québec, par c'est le rôle de l'Internet. Si on ne construit pas, on rate notre job. Si on n'est pas capable, en tout cas, de faciliter la réalisation des canaux, on rate notre job. C'est le premier point. Deuxième point, on est dans 27 pays. La stratégie de distribution est vraiment différente en France, en Angleterre, aux États-Unis. En France, Internet, en termes de canal de vente, c'est entre 15 et 20% des ventes. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est plus proche de 40-50% des ventes. Qu'est-ce qui explique cette différence? Le réseau de distribution, c'est-à-dire qu'avoir des agences physiques, on n'en a pas partout dans les différents pays. Le taux de pénétration d'Internet, donc vous avez en Hollande ou en Scandinavie, le taux de pénétration est beaucoup plus élevé sur le débit. Donc forcément, la réponse est à géométrie variable, géographiquement parlant, et en tout cas, la posture globale est d'être dans une complémentarité des canaux, d'avoir une stratégie bien plus forte en termes de multicanalité. Ça verra sûrement sur la question plus tard sur les enjeux, c'est une dimension de relation client qui intègre tous ces canaux. Pour donner sinon comment on a complètement poussé plus loin l'exercice, il y a quelques années, quand vous posiez un devis sur Internet, vous aviez en revanche une agence de voyage vous confirmer. Comme vous avez des clés sur Internet, l'agent de voyage ne perçoit pas de rémunération sur cette vente-là. Donc toutes ces règles-là, qui n'étaient pas forcément complètes et pertinentes, on a dû les retravailler pour fluidifier la grosse canalité en termes de vente, les étapes et les canaux pour faciliter l'interaction entre les deux. Donc, sincèrement, je pense que le problème est relativement moindre dans cette compréhension, même si dans les mobilisations sur le commerce et la complémentarité qu'on a, il reste quand même fort dans la France sur le réseau de distribution. Denis, c'est le cas. Est-ce que ça peut être pour tirer une généralité pour vos auditeurs aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Parce qu'on voit bien que c'est un peu le plus gordien cette affaire en disant comment je finance mes coûts d'exploitation en magasin, tout en étant compétitif sur Internet, comment je joue à fond la carte Internet tout en rémunérant et en intéressant mon réseau de distribution. Moi j'ai du mal à tirer en ligne, je crois plutôt dans cette bien la réponse c'est plutôt la dentelle, c'est-à-dire à l'intérieur même du même industrie. Les cas sont très différents, on parlait de la présence du réseau physique, voilà, on a des clients qui sont la même industrie, certains en réseau physique plutôt centenaire et d'autres viennent d'autres pays, donc je dirais plutôt c'est au cas par cas essayer de, en partant de la conviction du constat que de toute façon le canal digital prend quand même à terme, je ne reste pas forcément à 5 ans ou à 10 ans, mais on est quand même largement parti sur une interaction client digitale. Par contre, il faut garder et regarder au cas par cas, sachant que la problématique du commissionnement, c'est le point clé. On peut fonctionner, je pense que c'est ce que j'entends chez Armand Thierry, par étapes. Commençons déjà par démontrer la génération du flux et ensuite progressivement adaptons-nous avec les agences ou avec d'autres.
grosses différences, j'imagine, c'est quand même le fait qu'on ait ou non un réseau propriétaire. Soit on vend directement, si on a un réseau indirect, on voit bien que ça complexifie encore les mécaniques, parce que là, je ne peux pas dire ce qui est bon pour la marque et bon pour vous, et vous allez me dire un point de livraison, et ça peut s'effectuer pas comme ça, parce que je vais simplement aller trafiquer dans votre magasin. Je crois que d'ailleurs, c'est ce qui a expliqué beaucoup dans les années passées la prise de part de marché des pure players, parce que c'est vrai que l'intégration de l'héritage est quelque chose de difficile. Maintenant qu'on arrive dans une relation client qui est plus complexe, avec des clients plus exigeants, je pense qu'au contraire, les marques ont repris un peu le pas sur les pure players. Ça a été une vraie difficulté dans le passé. Si je peux justement une précision, dans le voyage, si quand vous achetez vos vacances, l'Internet peut être un élément intéressant, mais la complexité de la construction des vacances, si vous partez au Club Med et vous pouvez prendre le baby Club Med pour vos enfants, vous pouvez rajouter des services, je n'ai pas la prétention d'envers l'Internet d'être capable de répondre de manière pertinente à toutes les complexités de voyage. C'est là où l'humain, dans la relation client, est vachement important. Au Club Med, et la complémentarité des canaux, elle se fait autant dans le conseil que dans la vente. Et dans la prévente aussi, mais sur Internet, un canal de vente, oui, sur des produits simples, sur des vitrines, sur des télévisions, mais quand on est sur le voyage, on est quand même sur quelque chose qui a un moyen encore plus élevé. C'est là où l'interaction, la multi-canalité, la complémentarité des canaux, travailler sur la communication, en commission, en rémunération, en circulation, c'est fondamental. Parce qu'Internet lui-même, ne sera jamais 50% sur des membres en voyage. Quelques mots Là, on a parlé en fait d'une sorte de logique financière, ce qui est toujours un peu le nerf de la guerre. La logique organisationnelle, c'est encore une autre logique, c'est-à-dire je partage de l'information, on est dans la relation client, on est dans la connaissance du profil du client pour ajuster ses offres, ses démarches, etc. Un autre sujet, la frontière, il y a un certain système d'information, c'est que l'e-business a été placé sous la responsabilité du système d'information. Comment est-ce que vous faites et jusqu'où ça va? Par exemple, le fait d'une information introduite sur Internet, comment elle est répercutée en magasin et comment le vendeur en magasin peut en tirer parti? Question sympa, c'est super, merci. C'est une question d'autant plus sympa que en fait, chez Arpentieri, historiquement, c'est pour vivre heureux, vivre caché. Donc, c'est vrai, il n'y a pas de communication et tout était en gestion et en expansion. Voilà, donc le e-commerce arrive et forcément, il faut communiquer sur le web, ne pas juste ouvrir un site et attendre que les clients viennent. Ça veut dire que l'e-commerce est force de proposition au sein de l'Arpentieri pour générer des actions, faire des offres marketing, des opérations de communication, etc. Et que pourquoi pas ce soit relié en magasin. Pour l'instant, on est au tout début. Donc, je suis en train de travailler comme les services en interne. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'évangélisation. Est-ce que le travail est effectué avec les responsables de magasins ou est-ce qu'on a des... Alors, non, et en fait, les responsables de magasins sont tous des magasins propres. Un franchisé, les responsables de magasins reçoivent une préconisation sur le vitrine, le changement de display et appliquent ces changements-là. Donc, je ne participe pas à la communication faite sur le web. Le Méditerranée, l'intégration de l'information avec les problématiques de langue, de réglementation dans le voyage, le lien avec le point de vente. Comment vous partagez cette information qui est parfois décidée par le net, traitée par le net, etc. Comment ça va se passer? Comment ça s'est déjà passé? Alors, juste pour remettre en exergue le sujet, pour nous par rapport au web, c'est important, il y a 5 enjeux. 1, valoriser la marque, parce que pour nous c'est un actif fort, c'est valoriser financièrement le marque. 2, valoriser le produit, et la plateforme du web doit répondre également à cet enjeu-là sur la plateforme e-commerce. 3, être un vecteur de vente de ce qu'on appelle le drive-thru, l'enjeu multicanal. 4, la partie relation client. Et 5, la partie, on va dire, socialisation. Ça, c'est les 5 grandes dimensions sur lesquelles on travaille et quand on interagit
termes d'organisation, on va répondre à ces 25 grands enjeux. Le club a un atout par rapport à cette diffusion d'informations, c'est qu'on a une base de données centrale et mondiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute la connaissance client est centralisée dans un endroit sur 100% du nombre d'OGM, et on est capable, à travers nos systèmes d'information, on travaille de plus en plus là-dedans, d'aller faire en sorte que la connaissance client qu'on a puisse être, alors évidemment facilement utilisée sur un site internet via des leviers comme les espaces clients qui sont un peu des espèces de chevals de Troie de personnalisation, on peut être authentifié, on peut mettre des informations personnalisées, mais également en agence de voyage, pouvoir descendre cette information-là, voir demain au village, directement vous arrivez au village, bonjour monsieur Mickey, j'espère que votre séjour à Marrakech passera aussi bien que celui que vous venez d'avoir à Bali, parce qu'on sait qu'à Bali c'était super intéressant. Donc la formation elle est assez centralisée. Le vrai débat, et je pense que c'est un débat dans toute l'entreprise, c'est la conduite de changement que cette approche nécessite en interne. Un agent de voyage qui l'amène à l'habitude de vendre. Quand il rentre une personne dans un magasin, il dit vous voulez aller. Là, ce qu'on lui demande d'exploiter cette connaissance client, c'est une personne rentre dans le magasin, bonjour, comment vous appelez-vous pour pouvoir aussi personnaliser la relation client. Et c'est la conduite de changement qui est finalement l'élément le plus structurant par rapport à l'exploitation d'informations qui est centralisée et donc potentiellement très. D'autant plus qu'il y a des différences de comportement selon les pays. Les gens ne font pas forcément les mêmes choses sur Internet. Forcément, l'éducation des responsables de magasin c'est différent. En fait, c'est notre enjeu en termes d'exploitation de la connaissance client, il se concentre principalement sur un indicateur qui est le taux de réachat. On pourrait travailler sur la fréquence et ce genre de choses, mais nous, l'élément le plus structurant, c'est le taux de réachat. Donc en fait, effectivement, on a eu une volonté de démoyeniser la connaissance client selon les pays. En France, c'est peut-être certains éléments qui doivent avoir un impact sur le taux de réachat et qui doivent donner à la disposition des agents de voyage. En Angleterre, ce sera d'autres éléments. Certains, c'est là la récente d'achat, d'autres, ça va être la satisfaction du dernier séjour, d'autres, ça va être la dépense sur promotion. Donc, effectivement, il y a un besoin d'adapter la connaissance client en fonction des marchés. Et donc, il y a un beaucoup de travail d'analyse qu'on doit faire, pour être très honnête. On est en déploiement de cette stratégie, on l'a mis en place en Belgique, on l'a déployé en France, on l'a mis en place au UK. Mais à chaque fois, l'information est globalement la même, mais son utilisation doit être variabilisée selon les spécificités du marché. Denis, derrière cette problématique, il y a probablement pour les marques un enjeu de se dire si le canal Internet finit par représenter 40 ou 50% des ventes, ou comme certaines enseignes disent, nous, ce qu'on veut, c'est que l'Internet devienne l'équivalent d'un premier magasin de la marque. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une problématique de réduction des coûts par la suppression des points rentables au profit d'Internet? J'avais bien vu de façon explicite. Ça ne se dit pas comme ça, bien sûr. C'est pas comme ça. Vous n'avez jamais comme ça non plus. Est-ce qu'on le voit vraiment? Je suis pas sûr. Je pense que c'est souvent la crainte ou la stratégie initiale. Et la complémentarité, elle arrive toujours à un moment ou à un autre. Simplement, les marques ont parfois, alors c'était peut-être plutôt vrai dans le passé, je pense que maintenant il y a une forme de maturité, les marques avaient du mal à trouver la complémentarité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on vient. Par contre, pour en revenir à l'organisation, l'exemple du Club Med est assez intéressant. Ça montre que la vision à 360 du client, quel que soit le canal par lequel il arrive, quel que soit le canal d'interaction, il faut avoir une connaissance extrêmement fine du client. Je pense que assez peu de clients sont à la base unifiés à 360 du client avec la segmentation partagée. Voilà. Mais c'est bien ce qu'on va chercher à viser pour tenir dans la discussion. Alors là, on est en train de faire le guide de tous les vendeurs de RB. On dit on va tout globaliser, tout être parfait, etc. J'ai pas dit ça. Oui, on se heurte quand même toujours dans ces systèmes parfaits, Big Brother, etc., à l'imperfection humaine, du fait qu'il faut s'assurer que le Belge dans son guichet il est bien un jour, que l'information est bien saisie, que la réclamation est émise au sein même du village, bien saisie dedans, en disant ce gars-là il a été déçu par quelle expérience, ça remonte, on est quand même dans un partage d'informations qui est évident. C'est pour ça que je réagissais au côté vendeur de solutions. Je pense que le problème n'est pas du tout lié à la solution technique ou au vendeur de boîte. Ça met en dialectique un certain nombre de problématiques internes de processus qu'il faut traiter par le conditionnement, par une valorisation de la montée d'informations.
formation, etc. C'est plus du process et de l'organisation qu'une solution purement technique. Et finalement, enfin, c'est pas très compliqué à faire une fois que tout le monde est aligné, c'est plutôt aligner tout le monde qui est difficile. Alors, l'autre canal qui va vous parler énormément et qu'il va bien falloir à la fois comprendre, décoder, intégrer, c'est le smartphone. Mon client est en mobilité. Comment j'exploite ce canal? Je ne peux pas aller envoyer Thierry, peut-être plutôt du côté de Clubel. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en mobilité? Quelles sont les ouvertures qui sont faites à des consommateurs? Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Pas encore. Dans les prochains, en fait, on est sur un projet qui devrait sortir en 2011, en réfléchissant effectivement sur une approche tablette, une approche iPhone, une application et puis une approche site. Forcément, en situation de mobilité, il y a des choses à faire, mais le smartphone ou l'Internet mobile reprend les mêmes enjeux digitaux. C'est-à-dire, en tout cas, ça va être sur les enjeux qui sont comment on peut valoriser la marque, on peut travailler sur la valorisation du produit, comment on peut aller utiliser dans la relation client et comment on peut, soit membre, même si je suis encore assez réservé sur la capacité. J'aimerais que les gens expliquent qu'ils soient d'accord pour dire qu'ils sont prêts à acheter sur un smartphone un séjour à 300 €. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de multicanalité encore sur ces sujets-là. Et puis, il y a un enjeu fort de socialisation, comment justement en mobilité, on peut travailler sur la géolocalisation, etc. Donc, on est dans un dispositif qu'on est en train de concevoir dans les prochains mois, mais c'est un nouveau device complémentaire aux autres qui va répondre aux mêmes enjeux globaux, mais avec surtout plus de puissance dans le côté exploitation des réseaux sociaux et mobilité, puis voire demain on peut envisager, même dans l'évolution de l'expérience en village même, en fait, le mobile en village, il y a des champs à aller. Ça peut faire peur à des directions techniques, comment on peut intégrer le mobile en village, mais ça moi je trouve que c'est assez important. Quand on parle d'innovation, je pense que l'innovation elle passe beaucoup plus par là. Alors là, parce qu'il n'y est pas encore, il faut qu'on fasse beaucoup de lobbying, peut-être le meilleur ami que le directeur du Clubmed pour envisager ce genre de projet. C'est là où ça va jouer. Le mobile. Je serais un peu. Moi, je suis très embêté et on est très embêté. Je parle de ma maison. C'est qu'effectivement, le mobile nous pose un problème de fond qui est. Enfin, plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les cas d'usage évoluent. Si on prend juste un iPad et un iPhone, si on prend par l'angle technique, on dit voilà, c'est Apple, c'est le même système, etc. Et les directions informatiques vont avoir tendance à avoir plutôt comment je vais racheter l'application. Or, vous prenez votre client, ça dépend des secteurs. Alors, dans le voyage, c'est une caractéristique. Le client qui utilise un iPad ne va pas chercher du tout la même chose quand il va être en situation avec son iPad que quand il est en situation de mobilité avec son iPhone. Donc, ça veut dire pas les mêmes services. Parce que si vous vous mettez à porter tous vos services digitaux sur l'iPad et sur l'iPhone et sur l'Android et sur le BlackBerry, sur la nouvelle télé, sur les bornes interactives, je pense que votre budget ne suffira pas. Donc il y a une segmentation à trouver en essayant de comprendre ce que recherche le client, qu'est-ce qu'on peut lui proposer sur ces différents axes. La valorisation de la marque dont on parle, ça peut être un axe, la préparation du voyage, c'est souvent ce qu'on voit sur la partie tablette en particulier. Le mobile va plutôt servir en situation de mobilité. Alors, je ne vais pas me permettre de parler dans le cas des villages, mais j'arrive sur un quai de gare, je veux savoir où est mon train. Là, ça, c'est ce qu'on va chercher avec le mobile. Donc, les problématiques qu'on a, c'est qu'est-ce que les clients attendent vraiment et comment ils sont en train de modifier leurs propres usages de ce type de terminaux. Les télés connectées arrivent, pareil, ça fait 10 ans qu'on en parle. Je pense que le Noël 2011 va être le premier déclenchement, il faudra 2-3 ans. Et on va quand même se retrouver dans une situation où on aura la ménagère de 25 ans derrière sa télé en train de surfer. Donc là encore, on va avoir des comportements qui vont changer. Je pense qu'il faut être assez circonspect et cas par cas regarder, expérimenter, se faire une idée. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'on a, c'est celui dont je parlais, c'est que multiplication des canaux, multiplication des terminaux, et on ne peut pas tout taper. On ne peut pas faire la prise de commande de Clubmed sur un iPhone, ça ne suffit pas. C'est un intérêt. Donc il y a une matrice à trouver entre les services qu'on va proposer et quels sont les terminaux qu'on va utiliser. Et là, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas surpris, pour les 100 000, il n'y a pas à voir. Il y a vraiment une phase d'expérimentation inévitable. Je peux faire une proposition de contribution. On a réalisé une étude sur l'usage des smartphones qu'on a mis à disposition sur notre site teletech.com et qui donnait deux informations qui sont importantes quand même. C'est l'appétence
pour l'assistance humaine au téléphone en situation de surf mobile, 64%. Donc le nombre de mobilos qui souhaitent pouvoir accès en temps réel à un conseiller en chair et en os qui va l'assister au moment de la décision d'achat ou au moment du problème à résoudre. La deuxième information, c'est que 60 et quelques % également des mobilos considéraient que cet accès au conseiller était difficile, voire très difficile. Donc là, il y a un véritable enjeu de la convergence entre les différents canaux et on ne peut pas se permettre de traiter le mobile uniquement en disant j'ai sorti mon appli mobile et tout va bien. On voit bien qu'on est beaucoup plus dans la problématique d'interconnexion des canaux avec surtout la problématique organisationnelle. C'est savoir comment celui qui sera derrière le téléphone va prendre en compte la demande, non pas en redémarrant depuis le début et en se greffant exactement à l'endroit où on est mobile. Parce que quand on est en situation de mobilité, on n'est justement pas en situation de surfer pendant longtemps, on n'est pas bien confortable. Donc, on va en arriver à un autre point qui est aussi une des problématiques de l'Internet et de la relation client, et bien sûr l'appréhension du phénomène des réseaux sociaux et de Facebook en particulier. Qui d'entre vous, je vais faire un petit sondage avant de démarrer ce débat là-dessus, qui d'entre vous a une page Facebook d'entreprise? Vous pouvez lever la main? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez posé une question qui n'est pas sympa, c'est qui c'est pourquoi? D'accord, oui, d'accord. Oui, là, il y en a beaucoup, quand même. Bon, c'était pas sympa, je reconnais. Facebook, David. Oui, je pense que le petit sondage est révélateur. Il y a une obligation, au moins de répondre à son directeur général, forcément de le faire. Débarque forcément en disant c'est quoi ta stratégie. Deuxième problème, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, là encore pose un problème sur lequel les réponses doivent être extrêmement fines et précises, c'est la problématique du volume. Avoir une page Facebook pour forcer vos clients à se retrouver tous au même endroit, à discuter et à mettre sur la table les problèmes, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Typiquement, moi j'ai des clients aujourd'hui qui ont des applications Facebook et pas des pages Facebook. L'application permettant plus facilement de filtrer et de rester dans une relation client. Alors que la page Facebook est plutôt dans une logique d'expression et de communication, c'est un peu différent. Plutôt une problématique de marque, une problématique de gestion du client. Donc aujourd'hui on a un problème de volume à traiter. Il y a très peu d'organisations qui ont la capacité à traiter en quantité et en qualité ce type de retour. Un petit peu comme le sondage que je démontrais. Je dirais que l'approche consiste vraiment à se poser pourquoi est-ce qu'on irait. Est-ce que parce que notre concurrent y est, on est obligé d'y aller? Est-ce que valoriser son site internet, voire intégrer les fonctionnalités de Facebook sur son site internet ne peut pas avoir plus d'avantages et moins d'inconvénients que de foncer tête baissée? Toutes ces questions-là, je pense qu'il faut se les poser parce qu'une fois qu'on a déclenché, je pense que beaucoup y sont allés mieux mal conseiller aux clients juste pour voir et on crée des situations où le client a trouvé un lieu d'expression et qu'on n'est pas forcément organisé pour le gérer. Je crois qu'il faut mieux pas y aller plutôt que de ne pas être préparé. Ça génère vraiment des catastrophes. Facebook, page Facebook, pas page Facebook. Alors, globalement, réseaux sociaux, oui. Réseaux sociaux, pourquoi? Alors, réseaux sociaux, comment déjà? Avec beaucoup d'humilité, parce qu'on apprend. Mais pourquoi? Il y a deux choses, c'est qu'au-delà de Facebook, dans le travel, il y a un acteur qui a forcé un peu la main à tout le monde à apprendre des sujets-là, c'est TripAdvisor. Parce qu'avant même Facebook, quand vous avez 40 millions de personnes dans le monde qui viennent chaque mois sur un site pour évaluer n'importe quel village, hôtel, quoi que ce soit, il y a deux choses, soit vous le niez, soit vous l'intégrez, et après comment vous l'intégrez. Il y a Facebook, mais bon, il y a aussi TripAdvisor, et il y a tout ce qui se derrière. Notre stratégie à nous, et on parle de stratégie, c'est vraiment de l'humilité en amont de tout ça, parce qu'on apprend, on se plante, on fait des erreurs, etc. C'est qu'il y a un enjeu de monitoring et on intègre un outil de réputation pour d'abord savoir, qu'est-ce qu'on dit sur le club pour évaluer la type de marque. Au-delà de ça, sur certains mots-clés de crise, en temps réel, de pouvoir suivre, pouvoir savoir quand on associe le club à un mot, qu'est-ce qu'on dit. Donc voilà, on va parler en temps réel, c'est un premier espèce de panorama permanent de ce qui se passe sur le terrain. Il y a deux axes. Socialiser notre plateforme de commerce, on a intégré directement sur nos sites les commentaires
pouvoir démultiplier votre visibilité à travers ce genre de fonctionnalité, c'est un motif de développement de l'autorité de la marque. Après, il y a la stratégie de ce que j'appelle des social media centers qu'on peut avoir, c'est-à-dire avoir une web page, avoir un compte Twitter, etc. Et là, c'est pareil, on est dans un dispositif qui est quand même plutôt orienté sur chercher des ambassadeurs. Si on prend au niveau mondial, on a plus de 160 000 fans. Mais en soi, sur Twitter, avoir des fans, c'est pas forcément la finalité, même si parfois on peut penser. C'est d'essayer d'avoir des ambassadeurs qui puissent demain valoriser la marque. Et donc on travaille compris en CRM pour faire en sorte que les gens qui sont satisfaits deviennent fans, etc. Et tout ça, c'est pour ça que la mobilité, c'est que ça nécessite beaucoup de changements en interne et monumental, parce que ça touche le risk manager, ça touche les RH. Comment un chef de village doit réagir quand on l'insulte sur TripAdvisor? Alors ça, c'est pas dans les contrats, c'est pas dans les guidelines d'entreprise, c'est pas dans les social media policy, etc. Comment un CRM manager doit intégrer ça dans son dispositif de relation client? Comment le service client va pouvoir sourcer l'information pour qu'il puisse réagir au mail au courrier et également aux relations client s'il arrive de fait. Tout ça, ça nécessite des process, une prise de conscience, des guidelines, des people. Et pour le coup, tout ça, on est en train d'essayer de construire. Donc c'est pour ça qu'au final, oui, les réseaux sociaux, avec un enjeu de notoriété de la marque, de fonctionnement de business, de relations clients, c'est ça les points. Maintenant, on fait des erreurs, on se plante, et voilà. Alors, Denis, sur ce sujet-là, on en avait un peu parlé. Tu évoquais une difficulté particulière sur la marque dans la mesure où on n'est pas sur le terrain des réseaux sociaux avec la même attention que le consommateur. Tu peux nous en dire un mot? Oui, je pense que ça a été bien exprimé auparavant. La problématique des réseaux sociaux, c'est que d'abord ils sont assez nombreux. Si on regarde bien le comportement des différents internautes, effectivement, il y a les pregnants sur Facebook. Twitter n'est pas si présent que ça, même si c'est un outil c'est un vecteur de communication en situation de crise, en situation de satisfaction. Mais il y a beaucoup de réseaux sociaux et le niveau de communication des clients sur ces réseaux sociaux est assez difficile à gérer parce que c'est une discussion qu'on a eue. On s'est quand même beaucoup préoccupé dans le passé, et c'est très important, de gérer le client au moment où il exprime un besoin ou une insatisfaction. Il va appeler et on va le mettre dans une logique de je vais t'aiguiller vers la solution. Or, à partir du moment où on doit traiter le volume et le type de conversation qu'on a sur les réseaux sociaux, on n'a pas du tout l'organisation pour le faire. Et je pense qu'il ne faut même pas chercher à l'avoir. Donc il y a, on parlait de conduite du changement, il y a une stratégie à construire, pas à pas, qui consiste à dire dans quel cas je laisse le client s'exprimer, parce que je ne peux pas le traiter parce qu'il est perdu quelque part, il n'influence personne, ou il parle d'un sujet qui a été déjà traité. Donc toute cette phase de screening et de scoring du client qui est en situation de s'exprimer sur un réseau social, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à faire. On parlait des outils de la première étape, et évidemment déjà d'avoir une vision de ce qui se passe, et à partir de là, et à partir des statistiques, de construire l'organisation qui sait répondre. Mais je n'ai pas vu d'organisation qui sait aujourd'hui parfaitement gérer. Même Apple, on cite souvent, qui est quand même pas mauvais pour gérer sa réputation. Regardez la façon dont ils ont géré les problèmes d'antenne sur l'iPhone 4, ça a été une catastrophe. Et pourtant, c'est pas les sous-équipés, ils sont dans cette culture-là, ils sont organisés pour ça. Donc, je pense qu'il y a une vraie difficulté, j'ai beaucoup de disponibilité. Je pense qu'il faut essayer, quand on a à peu près sur notre coup, et mesurer très très rapidement avec des KPI précis pour se dire, voilà. Tu disais par exemple le consommateur qui va sur la page Facebook, il va très souvent pour y trouver des promos, des prix, des bonnes affaires, etc. Alors que la marque va pour établir un dialogue exactement plus en profondeur, en utilisant justement la profondeur du graphe social. Il y a une étude qui fait effectivement très mal d'IBM, j'aime beaucoup, enfin pas IBM, l'étude. Et effectivement, il y a la motivation des consommateurs d'un côté et la motivation des marques de l'autre. Et c'est juste inversé. Pourquoi allez-vous sur les réseaux sociaux? Votre client doit répondre pour trouver une discount. C'est la dernière motivation des marques. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut prendre les réseaux sociaux dans l'urgence. Je crois que c'est pas Morgan Stanley, mais
Goldman Sachs a sorti une étude qui me semble assez pertinente aussi. Et attention, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est 5% d'actes d'achat. Ceux qui sont pas, sur toute la population, les gens qui utilisent les services digitaux, il n'y en a que 5% qui déclenchent un acte d'achat en étant passé par un réseau social. Le reste étant, comme on le disait tout à l'heure, les moteurs de recommandation, TripAdvisor, ou la recherche via un moteur de recherche. Donc, il ne faut pas non plus enfler le phénomène réseau social aujourd'hui. Allons-y doucement et progressivement intégrons de la même manière que le mobile n'est peut-être pas encore un canal d'achat aujourd'hui, à part pour les applis justement, mais c'est un canal d'utilisation, d'information, etc. Là, les réseaux sociaux, la problématique, c'est peut-être pas celle de l'achat, mais c'est celle de la recommandation avec le highlight, le Facebook Connect. On voit bien que ça pèse énormément. Le phénomène de la recommandation joue de plus en plus son rôle. C'est le succès de TripAdvisor justement. La marque peut difficilement se passer de Facebook parce que justement les consommateurs sont de plus en plus habitués à aller sur le territoire de la marque en étant un peu masqués, protégés par Facebook et son anonymat, mais en même temps, si les données sont justement connectées par Facebook ou pas par la marque, c'est un deuxième sujet. Ça c'est une problématique. Est-ce que je laisse la main à Facebook pour profiter de son effet de booster des ventes et du canal relationnel qu'il représente, ou est-ce que je m'en passe et je prie de ce canal? Et l'autre problématique qu'on doit évoquer, c'est la prise de parole. Le consommateur qui aujourd'hui a parfois des difficultés quand il s'adresse à la marque via le service client parce que le centre d'appel est un peu saturé, parce que les réponses ne sont pas toujours les plus pertinentes, parce que le système d'information n'est pas forcément mis à jour. On va s'orienter de temps en temps sur la page Facebook de la marque et mettre sa réclamation qui va tout d'un coup devenir public avec les 200 000 fans de la marque qui vont assister au débat. Et là, tout d'un coup, il s'aperçoit que sa réclamation est traitée dans les 5 minutes par le community manager. Donc, on voit qu'on est à 5 contacts par jour aujourd'hui, on risque de passer à 50 contacts par jour dans un mois, à 500 contacts par jour, et on risque de voir finalement un aiguillage avec les flux qui vont basculer du centre d'appel vers la page Facebook. Comment est-ce que vont faire les marques si ça se produit ça? Faire comme elles peuvent, je pense déjà. Acheter une paire de marques? Non, je dézoomerais sur Facebook, sur ce sujet-là. Avec tous les réseaux sociaux, et je dirais, à partir du moment où il y a une interaction qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser par les canaux habituels de call center, comment s'y prendre. Je pense qu'il y a, comme il y a un enjeu d'outillage pour pouvoir sourcer cette information et mettre à disposition des personnes. Il y a un enjeu de change management et de process et de la guideline pour savoir comment on répond à l'un ou à l'autre. Donc, on en revient à un conduite de changement en interne, les organisations au sein des entreprises, et on essaye de travailler sur certaines organisations sur ces sujets-là, et on n'est pas encore en ordre de bataille pour pouvoir correctement approcher ça. On voit sur, quand on gère nous des crises, le village de Sambre, la révolution en Tunisie, la révolution en Égypte, au-delà même de la gestion de la relation client avec des problèmes pacifiques, on a quand même une interaction forte. La page FAN, en l'occurrence, est un espèce de boulot d'étranglement parfois sur ces sujets. Donc, parfois, ce qui se passe, on espère tous, à travers par exemple les communautés d'ambassadeurs d'Apple, c'est que nos propres GM répondent aux GM mécontents pour leur donner une réponse positive. Ça s'est énormément passé comme ça sur l'image de sang. Des gens qui étaient soi-disant pas contents de leur voyage, eh bien, on n'a même pas eu le temps de réfléchir à ce qu'on allait dire, que déjà il y avait 5 GM qui leur expliquaient, mais moi j'étais à un autre endroit, c'est super bien passé. Maintenant, pour le reste, je pense qu'il y a un enjeu d'évolution du rôle des services clients sur cette dimension et un guideline de process de politique d'entreprise pour dire comment je réagis. Et je ne mets pas forcément que le service client, je mets les chefs de village et les gens de village. Comment les gens de village doivent réagir face à quelqu'un qui critique leur village ou qui a quelque chose de bien. Donc, il y a un guideline à poser, le guideline, et puis effectivement d'accepter la transparence, je dirais en dehors des fondamentaux propres de marque. C'est-à-dire, je ne suis pas certain qu'on mette le logo, le nom de la marque, le fait de choisir demain un village par les fans Facebook, soit quelque chose qu'on est faut dire, on serait capable de répondre parce que ça prend du temps. Et puis, il ne faut pas non plus dire, il y a une personne, 1% des gens qui interagissent, qui écrivent, il y a 9% qui interagissent, il y a 90% des gens qui ne font rien. Donc,
discernement et d'avoir des guidelines internes sont importants et on apprend. Yannick, tu étais partant d'apprendre en marchant, mais quand même anticiper un peu, disant il ne faut pas attendre d'avoir 500 posts par jour sur sa page Facebook qui font du buzz, mais qui ne sera pas forcément bien. Est-ce que les marques ont intérêt à réfléchir à l'unification à assez court terme de la logique de service client avec un call center qui va devenir de plus en plus community manager? Personnellement, c'est un peu le credo chez tous les techs. Alors, on a un petit peu discuté aussi. Je pense que c'est une bonne cible. Ça a été dit précédemment. Il y a du qualitatif. C'est-à-dire que la simple réponse au client en essayant d'avoir prévu toutes les situations et avoir scripté toutes ces situations-là, c'est juste pas possible. Donc, pour moi, il y a deux priorités. La première, c'est de surveiller, donc d'avoir quand même une vision, parce qu'au moins ça donne à la direction générale une vision de la réalité. Ça permet, comme le disait l'intervenant précédent, de dézoomer quand il y a besoin et de ne pas non plus se mettre des priorités là où il n'y a pas besoin de s'en mettre. Et la deuxième priorité, c'est de se trouver à l'intérieur de l'organisation une cellule, une structure qui a la capacité de répondre qualitativement aux clients. Alors, oui, ça serait parfait si c'était dans le centre de gestion de la relation client avec le center. Si je regarde aujourd'hui ce que font les clients, c'est plutôt la création d'une entité à part, dont le but est justement d'apprendre, de formaliser, de préparer la conduite du changement pour aller ensuite vers une évolution plus téléconseillée, peut-être un peu apte à gérer des situations et moins anticipé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Il y a un programme de formation avec le MED, je trouve une expérience tout à fait intéressante et originale, qui est justement un programme de formation de très grande part de collaborateurs, justement à prendre la parole au nom de la marque, ce qui n'est pas évident, parce que c'est bien, il faut déléguer à des gens en leur faisant confiance, qu'ils soient, pour parler au nom de la marque et l'engager en quelque sorte sur Internet, si tu veux l'en dire, enfin s'écrire, mais aussi au sein des villages eux-mêmes. Alors, formation, c'est un grand mot, mais en tout cas, il y a une attente forte par exemple, la direction des ressources humaines de nous dire qu'est-ce qu'on doit, en gros, le directeur des ressources humaines des villages m'a demandé d'écrire les guidelines de ce qu'il doit communiquer aux chefs de village et aux équipes des villages pour savoir comment réagir quand le village, la caravelle est cité sur le maîtresse locale. Il y a une sensibilisation qui a été faite parce qu'on a accepté d'être exposé et qu'on est en train de se mobiliser, de s'organiser. Après, il y a un enjeu d'organisation avec sûrement des profils, community manager en interne, il y a un enjeu également d'évolution de secteur. Donc il y a plein de projets en interne qui sont qualifiés pour la formalisation, d'évangélisation d'entreprise ou organisation de la filière Internet CRM sur Internet, qui sont en cours, qui vont être longs mais qui sont fondamentaux parce que on a tendance à dire trop clair qu'au final, les réseaux sociaux, ça ne concerne pas les 25 personnes qui travaillent sur Internet, les 15 personnes qui travaillent sur le CRM, mais les 15 000 géos dans le monde, parce que le risk manager va être concerné, parce que l'entreprise va devoir intégrer ces sujets-là comme une nouvelle compétence à acquérir, et pas comme une expertise à garder par un petit nombre de personnes dans l'entreprise. C'est ça le travail sur lequel on est en train d'envoyer. On est sur tout ça. Quels moyens vous pensez mobiliser pour ça? Mon énergie déjà, plus celle de mon équipe, et ça c'est énorme comme moyen. Après il y a des enjeux de formation qui vont sûrement avoir lieu, l'accompagnement par des prestataires externes, potentiellement, déjà ce travail-là, et puis potentiellement diffuser l'information au sein de l'entreprise, intégrer peut-être dans le nouveau projet d'entreprise ce genre de sujet également, parce qu'il y a sur là il va falloir la culture client au sens large, il va falloir l'augmenter parce qu'on nous permet une culture très marque et produit, par la force de la marque et par l'enjeu du produit. Cette culture du client, que ce soit sur le CRM ou ces nouveaux réseaux sociaux, on est en train de la prendre en considération. Le top management de l'entreprise en a conscience maintenant. Et donc les moyens, ça va être tout ce qu'on peut faire, mais comme vous disiez tout à l'heure, l'intervention, c'est avec une vision de à quoi ça sert. Et c'est pas une finalité, mais un moyen, les réseaux sociaux. Parfois, il faut qu'on fasse attention à ne pas se perdre là-dedans. Est-ce que vous avez, avant qu'on passe à un autre aspect, ou des exemples, est-ce que vous avez une question déjà à ce stade, pour être sûr d'avoir un peu de temps pour la traiter, plutôt d'attendre d'avoir complètement fini? Je vous pose, je ne suis même pas sûr qu'on ait un micro à vous passer. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant, réfléchissez ici.
question sur Zappos, Denis, avec c'est la tarte à la crème. Zappos, c'est l'exemple que tout le monde utilise dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on parle de Zappos et de réseaux sociaux et de relations clients? Parce que chez Zappos, ils ont fait le choix, et parce que c'est une entreprise très jeune, qui n'est pas partie en entraînant des équipes qui n'ont pas été recrutées pour ça, mais dans l'accord de départ, le collaborateur Zappos, il est l'ambassadeur de la marque, il est habilité à prendre la parole au nom de la marque, avec tous les efforts de formation qui soient à même de le faire. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un France Télécom qui tout d'un coup se met à déléguer à l'ensemble des 170 000 collaborateurs la capacité à parler au nom de la marque? C'est imaginable, ça y est. Alors, je ne pense pas que ce soit imaginable, je pense que c'est inévitable pour une raison toute simple. Et c'est donné justement, alors c'est marrant, je ne peux pas dire que c'est France Télécom, en tout cas c'est par des clients de cette dimension-là. Quelque chose qui est en train de se passer, c'est que la fameuse culture client dont on parlait tout à l'heure, chaque individu est en train de la vivre personnellement. C'est-à-dire que dans les problématiques de conduite du changement, c'est-à-dire accompagner une marque dans la gestion des chamboulements et des modifications de son environnement, souvent ce qui est difficile, c'est que les acteurs du changement à l'intérieur de l'entreprise ont du mal à en percevoir les enjeux, les modes de fonctionnement. Or, avec l'explosion des terminaux mobiles, des réseaux sociaux, etc., même les grandes entreprises aujourd'hui se retrouvent avec des employés en interne qui poussent et qui disent « mais je ne comprends pas pourquoi on ne répond pas à tel ou tel parce que j'étais sur un forum ou j'ai été sur Facebook, etc. etc. » Donc aujourd'hui, alors Zappos et quelques autres, évidemment, quand on part de rien, c'est tout de suite plus facile. Vous embauchez 100% de personnes de moins de 23 ans, forcément c'est facile d'aller sur des choses assez agressives. surtout qu'ils sont revenus sur ce canal. Voilà, je pense que c'est un prisme qui est extrêmement déformant. Par contre, à l'intérieur des grandes organisations, on sent bien que dans la demi-décennie qui va venir, on aura des collaborateurs qui seront en situation de comprendre les enjeux. Alors, peut-être pas tous parler, peut-être des programmes d'accompagnement, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est sûr, c'est que cette culture du client qui, dans les années 80, restait extrêmement proche des théories de gestion commerciale, aujourd'hui, ce capital client, tout le monde le vit, parce que tout le monde va sur un moteur de recommandation avant de choisir sa voiture, son voyage, l'école de son fils, son séjour en Angleterre, etc. etc. Donc c'est en train d'arriver, je pense qu'on va avoir effectivement des ambassadeurs beaucoup plus nombreux à l'intérieur des grandes structures. C'est un des gros enjeux, cette prise de parole. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu l'impression que les marques ont développé un enjeu et un challenge considérable qui repose sur la confiance dans leurs collaborateurs et d'accepter de lâcher prise globalement sur le contrôle de l'information en disant les collaborateurs, s'ils sont dans l'entreprise, c'est qu'ils sont prêts à la représenter et à la défendre. Donc je leur fais confiance dans cette prise de parole. Tant pis si de temps en temps il y a des accros et est-ce que c'est pas mieux que de finalement tenter de tout contrôler dans un univers, c'est pas contrôlable. Tu en dirais là-dessus? C'est bien, je leur fais parler. Marie. Qu'est-ce qu'ils en disent les gens? Ils ont dit que de toute manière, quand on discute avec des gens qui sont dans le Club Med, c'est même une marque avec les gens en attachement fort à la marque sur les réseaux sociaux. Et quand on discute avec eux, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas tout ce qui se passe sur le web. On a des leaders, des gens de vidéos qui sont postés par les villages directement, on ne maîtrise pas. Et quand on discute avec eux, leur discours n'est pas de dire britez-nous sur la liberté qu'on peut avoir à utiliser ces réseaux sociaux pour valoriser la marque, parce qu'on est fan de notre propre marque. Le côté, c'est donnez-nous plutôt un cadre dans lequel on peut être. C'est là où on est déficient pour l'instant et sur lequel on travaille, c'est ces guidelines, ces éléments-là qui permettent, parce que c'est dans la DL qui permettent d'avoir une forme de liberté, de créativité au village, qu'il faut que nous, on leur donne un cadre avec un cadre que moi j'appelle la responsabilité salariée dans un certain sens, qui pourrait être même un peu contractuel en RH, en même temps une autonomie et une liberté de pouvoir utiliser aussi la force que ça peut avoir, d'autant plus qu'on a désormais des outils pour pouvoir évaluer dans le temps l'évolution de la notoriété de la marque ou la perception de la marque sur le web. Donc c'est un contrat un peu qu'il
voit bien que le client lui-même communique sur la barre, attend des réponses. Il va falloir, pour y répondre, vu la masse des volumes qui sont en jeu, il va falloir déléguer la prise de parole, que si j'ai une verrouillée qui est sortie, il n'y aura pas de prise de parole. Donc quand on est piloté par le responsable du système d'information qui ne doit pas voir les préoccupations de la sécurité de l'information, comment est-ce qu'on envisage justement le passage à l'étape suivante avec autant d'ambassadeurs qu'il y a de collaborateurs? Peut-être pas matin. Merci pour la question. Bonne question. En fait, je pense qu'on ne l'envisage pas vraiment pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. On a des pages sur Facebook qui sont non officielles, qui ont été créées par des fans de la marque de l'enseigne Armand-Thierry, les porteurs de cartes Armand-Thierry, mais sont des pages qui sont plates, inactives. Et finalement, quand on regarde où, parce qu'on a mis en place des petits outils de monitoring aussi, malgré tout, quand on regarde où sont actifs les clients Armand-Thierry, c'est principalement sur les blogs, les forums, essentiellement les forums d'ailleurs, et ce qui se dit, pour l'instant, convient. Mieux, croisez les doigts. Ça tombe bien. Voilà. Donc, on ne se pose pas vraiment la question pour l'instant. On essaye d'y aller étape par étape et de voir finalement ce qui arrive. Ça ne servirait à rien d'anticiper quelque chose qui ne va pas arriver et qui n'est pas arrivé depuis des années. C'est comme les tsunamis. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais en fait, on serait même perdu sur les moyens, les leviers, les actions à mettre en place. Et finalement, on a ces outils de monitoring. On sait repérer un mécontentement, mais les mécontentements des clients, ils sont traités, j'allais dire, comme depuis des années, d'abord en magasin. Donc ça passe par un réseau qui est la direction du magasin, ensuite un animateur commercial, et si ça va pas, ça gravit à chaque fois les échelons, on a du mal à aller en direct vers le client quand il est mécontent. Je ne peux pas paraître une mauvaise humeur, mais je pense que cette position-là, elle risque de pas durer longtemps. C'est vrai, mais on a pas mal d'actions à mettre en place avant. Le problème, je crois, de tous ces canaux qui sont un peu en train de s'ouvrir en même temps et d'interagir avec cette convergence, c'est que malheureusement pour les marques, ça ne permet pas de traiter un par un, canal par canal, parce que justement, ces canaux sont en train de s'intégrer à une vitesse hallucinante que le consommateur ne va pas laisser passer des erreurs énormes, c'est-à-dire une absence de réponse, une réponse inadaptée. J'étais avec une amie tout à l'heure qui me disait qu'elle avait réservé un voyage, pas du tout au Club Méditerranée, mais ailleurs, dans une moins bonne maison. Et donc ça incluait le trajet et la réservation sur place. Et elle reçoit du Bed & Breakfast un message en disant « Désolé, il y a eu une double réservation, je vous rembourse la vôtre ». Et donc quand elle se retourne, on va sur le site de l'organisateur de voyage, en se plaignant, et elle reçoit, devinez quoi, en retour, une menace d'avocat en disant retirez tout de suite votre poste, sinon je vous attaque au tribunal. On voit bien que ce n'était pas forcément la réponse qu'elle attendait. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas de guidelines, on parle de Jérôme de Méditerranée, si on n'a pas anticipé ce que défend Denis, c'est tard pour réagir contre le tsunami de Paris. Si on n'a pas déplacé sa voiture du parking et au bord de la mer, c'est sûr qu'on aura du mal à la retrouver. Denis, comment est-ce que vous faites pour parler d'anticiper, d'être proactif concrètement? On n'est pas très sûr de ce qu'il faut faire, on n'est pas très sûr du dosage de l'effort, mais les premières mesures à prendre pour être au mieux gagner au moins l'étape, c'est quoi? Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument, avant même, et j'entends tout à fait le discours qui consiste à dire ne pas y aller pour l'instant, il faut monitorer. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de préparer des choses qui n'arriveront pas, ça ne sert à rien de répondre à un directeur général va sur Facebook ou n'y va pas, si à un moment on ne peut pas arriver avec un tableau de bord qui consiste à dire voilà ce qu'on est en train de dire sur
fonction du sentiment qu'on a vis-à-vis de la marque, vis-à-vis du produit. Donc l'action numéro 1, c'est de monitorer. À partir de là, on peut construire la stratégie adaptée, qui peut être ne rien faire, qui peut être au contraire progressivement prendre pied sur tel ou tel réseau social, tel ou tel moteur de recommandation. Ok, on me fait signe qu'il y a la place pour une question ou deux, peut-être. Qui a une question à me poser ou à nous poser à l'un ou aux autres? Soyez pas timide, après vous le regretterez parce qu'on a des gens qui ont, je crois on peut dire, fait preuve d'une grande transparence en nous racontant réellement ce qu'ils font, comment ils le font, leurs difficultés. C'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Bon, une fois. Ah non, mais on n'a pas été forcément très clair, mais ça vient pas forcément tout de suite, je sais bien. Une question, qui est-ce qui a le sentiment, parmi ceux qui ont leur page Facebook, qui est-ce qui a le sentiment d'être prêt au cas où ça part en buzz, qu'est-ce qui se sent structuré pour y faire face? D'accord, bonne chance. Merci à vous tous. Merci à vous.